Bienvenue, nous poursuivons sur la thématique de l'international. Excusez-nous pour ce léger retard, avec une conférence de l'échangeur PME sur les clés du e-commerce à l'international. Pour cela, nous allons accueillir des spécialistes de chambres de commerce françaises en Espagne, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Pour l'Espagne, Manuel Moreno va arriver d'ici quelques instants. Pour le reste, nous avons Camille Blin pour la Chambre de commerce française en Grande-Bretagne, Frédéric Berner pour la CCI franco-allemande, et les débats seront animés par Georges Fischer, qui est le directeur réseau et partenariats internationaux à la CCI Paris-Île-de-France. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de vous être réveillés si tôt pour venir nous écouter. J'espère qu'on va pouvoir vous satisfaire et satisfaire votre curiosité. Alors, tout d'abord, pour commencer, je dirais surtout que c'est Monsieur Régis Vallée qui représente la CCI française en Allemagne. Mais ce n'est pas grave, il est aussi compétent que son collègue qui n'a pas pu se joindre à nous pour des petits pépins de santé. Alors, avant de commencer, il se trouve que je suis aussi à la tête du réseau mondial des chambres de commerce et d'industrie sur le net, l'opération World Chambers. On y reviendra quand on abordera les problèmes de confiance. La vérité nous oblige à dire que les entreprises françaises sont très peu présentes sur le web. Non pas en tant que site web, plaquette présentant la photo de leurs dirigeants et 150 ans d'histoire, mais plutôt, malheureusement, en tant qu'outil véritable d'approche, de conquête, de fidélisation sur les marchés internationaux, qu'il s'agisse de e-commerce ou qu'il s'agisse de e-business. Et on tâchera pendant cette réunion, on parlera plutôt plus de e-commerce, bien entendu, mais on parlera aussi un petit peu de e-commerce étant entendu comme du commerce B2C, mais on tâchera aussi de parler de B2B qui s'effectue comme de B2C, c'est-à-dire des entreprises qui achètent mais directement sur catalogue. Et puis on parlera aussi peut-être un petit peu de B2B pur. Vous avez vu combien de milliards Alibaba a récolté il y a quelques jours sur la bourse de New York. Vous allez les avoir très bientôt ici en France aussi, venir vous proposer leurs services. Donc il est important, il est essentiel que les entreprises françaises soient un petit peu plus présentes, un petit peu plus actives dans l'utilisation de l'Internet sur les marchés internationaux. C'est un outil essentiel. Et je dirais simplement en préambule, et on y reviendra peut-être après, mais en préambule, c'est la première des questions qu'on doit se poser quand on fait un site web orienté international, c'est pourquoi faire. J'ai rencontré je ne sais combien d'entreprises qui m'ont dit « je suis très déçu par mon site web, très très déçu par les résultats ». Et je leur ai demandé la première question qui vient à l'esprit, c'est finalement « mais vous avez fait ce site, pourquoi faire ?» Bon. On ne sait pas vraiment pourquoi. Donc la vraie première question, c'est de savoir quel est l'objectif que vous poursuivez. Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez diminuer les coûts? Est-ce que vous voulez faire un test? Est-ce que vous voulez occuper le terrain avant les concurrents? Est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez simplement créer un réseau avec vos revendeurs ou avec vos clients professionnels? Ce ne sont pas du tout les mêmes questions. Ensuite, est-ce que vous voulez prospecter ou est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez fidéliser ou est-ce que vous voulez conquérir? Est-ce que vous voulez augmenter votre notoriété ou est-ce que vous voulez simplement approfondir les relations avec les gens que vous connaissez déjà? Vous voyez que ce sont des questions qui n'ont rien à voir avec l'Internet. Elles ont à voir avec le bon sens bête de la démarche marketing et commerciale. Mais si on oublie ce préalable, si on n'a pas mis en place cette réflexion préalable, eh bien, il y a, puisqu'on parle d'Alibaba, il y a un vieux proverbe chinois qui dit celui qui ne se fixe pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre.
Donc ne soyez pas dans ce cas-là, je l'espère. Quant à la question qui se sera posée, et je réponds tout de suite, j'ai posé moi-même un jour la question aux gens de chez Alibaba. Je leur ai demandé pourquoi vous avez appelé votre boîte Alibaba, parce que chez nous en Occident, Alibaba, ça fait tout de suite Alibaba et les 40 voleurs. Et ils m'ont dit oui, mais Alibaba, c'est aussi la caverne au trésor. Voilà, donc ça vous explique un petit peu pourquoi ils l'ont appelé Alibaba. Bien, alors, première série de questions, et n'hésitez pas au cours de nos débats, on va essayer d'être interactif, hein, on va faire un chat physique. Première question, on va essayer de savoir quelle est la situation actuelle. Alors vous faites vite, mais donnez-nous vraiment les grandes lignes actuelles de la situation du e-commerce dans votre pays. Donc, on va commencer. On commence pas avec les dames. Allez, avec les dames. Camille, la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne, c'est le premier marché européen pour le e-commerce actuellement. En 2013, on était à 91 milliards de livres sterling en termes de taille de marché. Donc là, on parle que du B2C sur cette taille-là. Ça représente une augmentation de 16% par rapport à l'année 2012. Et pour cette année, on estime encore une augmentation de 16 à 17%. Donc le marché devrait se situer un petit peu en dessous de 110 milliards de livres sterling. Donc au niveau européen, on est juste devant l'Allemagne et la France. Enfin, juste devant l'Allemagne et la France est un petit peu plus loin derrière. Et on a vraiment un secteur qui est dynamique au Royaume-Uni avec une base de cyberacheteurs qui représente à peu près 70% de la population. Donc ça fait à peu près 40 millions de cyberacheteurs qui vont acheter par différents médias. Donc aussi bien sur leur laptop et leur ordinateur de bureau, mais depuis quelques années également beaucoup plus via les mobiles et les tablettes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut se lancer aujourd'hui sur le marché e-commerce. Si on investit de l'argent dans un site internet, autant qu'il soit optimisé pour les mobiles dès le départ, puisque c'est quelque chose qui est très populaire au Royaume-Uni. 50% des cyberacheteurs affirment qu'ils ont acheté et pas simplement consulter les offres qui existent sur le site internet via leur tablette ou leur mobile. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez en développement, voilà, quelque chose qu'il faut penser quand on développe son site internet. Et donc cette base de consommateurs, elle s'est aussi développée avec tout ce qui est le click and collect, les énormes options de livraison qu'on peut avoir au Royaume-Uni. On a dans la même heure, dans la même journée, le lendemain, on peut choisir le samedi, on peut juste acheter, aller chercher en magasin. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, notamment pour les courses en supermarché. Donc voilà, quelque chose de très dynamique. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps ou si c'est suffisamment rapide. Et donc cette base de consommateurs, elle a tendance à acheter de façon régulière, puisque près de la moitié des cyberacheteurs britanniques achètent au moins une fois par semaine. Et 60% achètent 3 fois par mois. Et ce à quoi il faut penser pour le e-commerce, c'est d'être vraiment prêt pour les gros rushs. Par exemple, la période de Noël. John Lewis, qui est un des acteurs du e-commerce les plus importants au Royaume-Uni, estime que 30% de ses ventes effectuées à Noël sont effectuées en ligne. Donc c'est quelque chose vraiment auquel il faut être prêt. On ne peut pas se lancer dans le e-commerce en se disant « bon, bah, si ça marche, je m'arrangerai pour la livraison derrière ». Parce que quand on va avoir des commandes, on a un certain nombre d'obligations légales qui vont s'ajouter à tout ça. Il faut être capable, dès le départ, si on a un bon site, si on a un objectif de vente directe, de pouvoir répondre à cette demande. On va y revenir sur ces contraintes. Juste une petite question complémentaire. Quel type d'activité ? Est-ce que, comme en France, au départ, c'était que les voyages, l'informatique, les disques, les livres, etc., pour ensuite s'étaler sur toute la gamme de produits quasiment. Qu'est-ce qui est leader en Grande-Bretagne en termes de produits ? En termes de produits en Grande-Bretagne, ce qui est toujours leader, c'est le tourisme, les voyages, l'habillement, tout ce qui est divertissement, jeux vidéo, films, et également les articles de sport, les choses comme ça. Donc c'est toujours en tête du marché. Ça se développe de plus en plus, notamment pour les biens de consommation, les grandes surfaces, les supermarchés, ça se développe énormément. Mais ça ne représente pas encore une part dominante du marché. Ce qui domine, c'est vraiment les voyages, les films, les divertissements, les articles de sport, les articles électroniques aussi, qui se développent pas mal, l'informatique. Sont des secteurs qui sont assez dynamiques en termes d'e-commerce au Royaume-Uni. Merci Camille. Alors Régis,
l'Allemagne. Ouais, on ne va pas faire une bataille de chiffres là, mais ce qui caractérise d'abord le marché allemand du e-commerce, c'est son énorme potentiel. Hein. L'Allemagne, c'est 82 millions d'habitants, c'est la première population européenne, 67 millions, enfin 67, 68 millions de personnes connectées en haut débit aujourd'hui. Donc voilà, il reste encore une très petite marge de progression au niveau de la connexion qui, déjà aujourd'hui, le niveau de connexion fait du marché allemand cet énorme potentiel avec des possibilités encore d'amélioration. Bon, en termes de taille, deuxième, troisième marché, enfin, on est un peu au coude à coude avec la France, derrière la Grande-Bretagne. Le panier moyen en Allemagne est supérieur au panier moyen français, inférieur au panier moyen anglais. Donc la taille, le volume d'activité sur le marché, c'est 40 milliards d'euros si on parle uniquement d'échange de biens, enfin d'achat de produits. 10 milliards d'euros supplémentaires si on y ajoute les achats de services ou de produits dématérialisés, hein, la musique, les applications. Alors ça, c'est la vente à distance. 70% de ce chiffre-là est représenté par le e-commerce. D'accord. En Allemagne, on parle d'abord de vente à distance, hein, puisque bon, c'est quand même à distance. Oui, c'est de la vente à distance, mais on y inclut encore toute la partie cataloguiste. Bon, les Allemands, historiquement, hein, c'est la VPC, hein, quand même, c'est Quell, c'est Otto, c'est Neckermann, qui sont encore très très présents, qui sont maintenant très très présents d'ailleurs sur le canal web. Donc voilà. Est-ce qu'on voit de la même manière qu'en France un véritable glissement où finalement la vente à distance électronique est en train de supplanter totalement la vente à distance physique sur catalogue? Complètement, puisque les taux de progression d'un canal à l'autre sont très très différents. La progression de la vente à distance traditionnelle, donc cataloguiste, elle est de 5 à 10% par an, contre 30% de taux de progression annuel sur ces quelques dernières années pour le e-commerce. Donc voilà, aujourd'hui il représente 70% et cette part ne va que augmenter. Et tout ça évidemment relayé par les nouveaux médias. Tu parlais très bien de l'arrivée des smartphones, l'arrivée des tablettes. C'est du coach commerce, hein. Maintenant on est sur son canapé et on achète, donc c'est merveilleux pour les vendeurs que vous êtes. Donc là en Allemagne, même phénomène évidemment, forte pénétration de ces nouveaux médias qui apportent une dynamique supplémentaire. Et dernier point par rapport à cette activité ou à ce potentiel marché, l'Allemagne connaît depuis quelques années un virage très intéressant au niveau de la consommation. Si on regarde les niveaux de consommation, les taux de consommation sur ces 20 dernières années, on verra que depuis les années 90, la consommation elle est relativement flat en Allemagne. Plus 0,5, moins 0,3, plus 0,6, moins 0,7. Donc on est vraiment flat. Les Allemands ont beaucoup investi sur la solidité de leur industrie, la solidité de leur économie avant de favoriser la consommation. Et puis depuis 5-6 ans, on voit que les choses changent fondamentalement. Alors on entend, enfin l'actualité, c'est le salaire minimum qui vient d'être injecté dans l'économie allemande et qui va injecter donc du pouvoir d'achat. Mais cette situation-là, enfin cette action gouvernementale, cette action publique pour favoriser la consommation intérieure, elle date déjà de 5-6 ans. Donc on augmente les prestations sociales, on a débloqué les salaires en Allemagne ont été bloqués pendant très longtemps, on a débloqué les salaires en accord avec les syndicats. Donc tout ça, ça injecte de l'économie intérieure et donc c'est plutôt une belle dynamique pour des futurs vendeurs sur ce marché-là. Donc il faut qu'on aille s'installer en Allemagne, c'est ça, pour avoir des augmentations de salaire. Petite question quand même rapidement, spécifique à l'Allemagne, même si elle est réunifiée, il y a les O6 et les autres, est-ce que cette évolution du commerce électronique est homogène entre l'ancienne RFA et l'ancienne RDA? Bon, il y a toujours une Allemagne à deux vitesses, hein. Il
Il y a des cartes qui sont très facilement accessibles sur Internet, diffusées par GfK ou d'autres organismes marketing, qui montrent les zones de densité industrielle et de densité de consommation en Allemagne. Et en fait, voilà, les frontières sont extrêmement... les frontières entre l'ex-Allemagne de l'Ouest et l'ex-Allemagne de l'Est est extrêmement bien respectée. Donc aujourd'hui, le gros du potentiel commercial, il est encore à l'Ouest. Tant que nous ne sommes pas à l'ouest complètement. Camille, on revient pour une petite question piège. Oh non, c'est méchant. Non, je vais commencer avec vous, Régis, comme ça elle a le temps de réfléchir un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'état du e-commerce en Allemagne, vous voyez un ou deux freins essentiels à son développement plus rapide, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être considéré comme un blocage? On parle beaucoup du m-commerce. Enfin, je vous disais que le fort niveau de pénétration des tablettes et des smartphones favorisait l'activité et la dynamique du secteur, puisque on peut acheter assez facilement, même allongé dans son canapé. Cela dit, le m-commerce, donc le commerce depuis son téléphone portable, alors a bien démarré en Allemagne, et aujourd'hui on se retrouve avec un niveau de développement qui est relativement stoppé par la réglementation allemande. La réglementation allemande, alors j'imagine qu'on reparlera un peu des différences entre les marchés et des spécificités de l'Allemagne. La réglementation locale, c'est une des spécificités du marché allemand. Elle est très favorable aux consommateurs, elle est très vigilante sur l'information qui est délivrée aux consommateurs, et ça oblige les vendeurs à être très rigoureux sur les informations qu'ils vont donner sur la nature du produit, le prix du produit, la décomposition du prix, les délais de livraison, etc., les conditions générales de vente, et tout ça crée un échange avec un niveau d'information poussé qui est beaucoup plus difficile à développer avec le téléphone qu'avec un PC ou même une tablette. Donc là, voilà, pour répondre très particulièrement à votre question, là on a un frein. C'est vrai qu'on dit que les Français sont pointus et en kikinant sur la protection des données privées, c'est rien par rapport aux Allemands. Hein. Donc, oui, mais pas de règles particulières par rapport à la France. Donc en fait, ils ont l'air d'être un petit peu plus... Ils sont plus strictement appliqués. Alors ils sont plus strictement appliqués, exactement. Nous, on met en place des usines à gaz qui sont évidemment inapplicables. Hein. Donc, Camille. Oui, je rejoins Régis là-dessus. Hein. Je pense que c'est un des freins principaux. Et je dirais deux autres freins qui peuvent effrayer en fait encore les consommateurs, même au Royaume-Uni où il y a énormément où c'est très développé. D'une part, c'est la livraison, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir la capacité derrière de pouvoir livrer en temps et en heure. Beaucoup, justement, pendant la période de Noël, de consommateurs ne sont pas livrés à temps, sont livrés après Noël. Ce genre de choses peut poser problème et dire, bon, finalement, par exemple, en période de Noël, je vais aller acheter directement en magasin. Je vais regarder effectivement sur le site internet de John Lewis ce que je veux acheter, quel est le prix, etc. Mais je vais aller le chercher en magasin. Ça, c'est quelque chose qui peut stopper, où on aura un comportement de recherche, l'utilisation du e-commerce pour rechercher ce qu'on veut, mais on fera quand même l'achat dans les magasins. La deuxième chose, c'est la sécurité des paiements en ligne, qui, même s'il y a énormément de freins, de barrières, voilà, PayPal est très très développé au Royaume-Uni, donc ça, c'est un avantage clé, mais les moyens de paiement les plus développés sont encore la carte de crédit, la carte de débit, et même si pour la génération plus jeune, c'est moins un frein que pour les autres consommateurs, c'est vrai que beaucoup de consommateurs préfèrent encore payer en magasin, soit en espèces, soit voilà, avec un système plus sécurisé, plus sécurisant aussi peut-être. On va revenir tout à l'heure sur les systèmes de paiement. Alors, pour vous donner une image un petit peu plus globale, sachez que, évidemment, le e-commerce est extraordinairement développé aux États-Unis, avec un frein spécifique qui est tout simplement le fait que, contrairement à ce qu'on croit, le coût des connexions aux États-Unis est beaucoup plus cher que chez nous, notamment pour tout ce qui est téléphonie cellulaire. Donc le coach ou le m-commerce est pas très facile en fait à utiliser, justement parce que les coûts auxquels vous êtes confrontés sont plutôt élevés. En Amérique du Sud, c'est pas extraordinairement développé. En Asie,
Il y a, je ne sais pas s'il faut mettre la Russie en Asie ou en Europe, mais la Russie a une forte activité en e-commerce. D'ailleurs, c'est une Française, Madame Gavet, qui est à la tête de la plus grosse plateforme de e-commerce là-bas. En Chine, la pénétration n'est pas aussi grande qu'on le pense en pourcentage, mais évidemment, quand vous dites 20% de 1,2 milliard, ça vous fait tout de suite un nombre de consommateurs extraordinaire, ce qui fait d'ailleurs la joie et le bonheur d'Alibaba, puisque c'est là-dessus qu'ils se sont fait beaucoup d'argent. Avec aussi les Pakistanais, les Bangladeshis, les Indiens qui sont très connectés, mais pas nécessairement très gros utilisateurs, mais le e-commerce peut développer. Et curieusement, un des continents où le e-commerce, l'Australie, c'est comme chez nous, l'un des domaines, l'un des endroits où le e-commerce, ou en tout cas des relations liées au e-commerce, et notamment le paiement par mobile, le transfert de paiement par mobile se développe le plus, c'est l'Afrique. Et on a tendance à l'oublier, mais l'Afrique, elle a sauté directement à l'étape suivante, puisque le téléphone ne marche toujours pas. Les coupures d'électricité, il y en a tout le temps. Donc, vous travaillez directement à partir de votre téléphone ou à partir de votre tablette avec un chargeur solaire inventé sur place. Et on a tendance à oublier que l'Afrique est très friande de tout ce qui est téléphonie mobile et de e-commerce, notamment sur un plan régional, avec des systèmes de paiement sur mesure. Alors, ce qui nous permet de faire tiens, avant de passer à ça, un first round of questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui le démange absolument sur cet aspect général? Non? Pas de première question, on passe directement à la deuxième? Non plus. Bon, eh bien, tant pis. Oui. Courte la question, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Les taux de retour en Angleterre, en Allemagne, par rapport à la France, au niveau des Eh bien, nous sautons directement dans la deuxième partie, donc la partie réglementaire. Allons-y. Ouais, effectivement. Donc, je pensais commencer avec avec le paiement. Commençons plutôt avec la livraison, la SAV, etc. Je vais répondre tout de suite à votre question. Je ne sais pas si vous avez participé à l'atelier précédent, en tout cas si certains d'entre vous ont participé à l'atelier précédent, qui traitait aussi du marché allemand. Et il y a eu le témoignage, un témoignage très intéressant d'une entreprise qui s'appelle Tikamoon, je ne sais plus, en tout cas un marchand de meubles qui s'est implanté en Allemagne et qui a présenté véritablement toutes les caractéristiques spécifiques du marché allemand. Et donc, bon, je vais essayer de synthétiser un peu ces caractéristiques spécifiques, tous ces éléments dont il faut tenir compte avant d'aller s'installer en Allemagne ou en cherchant à se développer sur le marché allemand. Alors, c'est des caractéristiques réglementaires, c'est des caractéristiques sur les modes de consommation, sur les moyens de paiement, sur l'importance des labels. Donc, il y a des différences, il y a des spécificités en Allemagne. Et encore une fois, avant de répondre à votre question et d'arriver sur ce point-là, je voudrais quand même dire que la Chambre de commerce française en Allemagne, comme je pense la plupart des chambres de commerce françaises dans l'Union européenne, là j'ai mes collègues d'Espagne et de Grande-Bretagne, mais d'autres pays sont également organisés de cette façon-là. Donc en Allemagne, la Chambre de commerce a développé une gamme de services spécifiques et dédiés aux sociétés d'abord de VAD, puisque ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on a développé ça, et maintenant de e-commerce. C'est des services qui vont de choses très simples comme la localisation à travers une boîte postale, le fait d'avoir une adresse locale, simplement d'un point de vue marketing, ou une adresse un petit peu plus physique, ou carrément physique, pour la gestion des retours. D'avoir une ligne téléphonique allemande, soit avec un renvoi d'appel vers la France et vers quelqu'un qui parle allemand, soit avec la mise à disposition de quelqu'un bilingue, donc de l'équipe de la Chambre de commerce. On a une quinzaine d'assistantes commerciales ou de chargés d'affaires ou de commerciaux sédentaires qui travaillent aujourd'hui pour plus de 300 entreprises en gestion de commandes, prise de commandes, traitement de commandes, gestion des stocks, gestion des livraisons, facturation. Donc ça permet à une société d'e-commerce de très facilement
passer les barrages ou les spécificités, les particularités du marché allemand, de localiser son business dans des conditions financières raisonnables et dans une mise en œuvre assez simplifiée. Pour éviter que Camille et Manuel, qui nous a rejoints, merci l'Espagne, aient à répéter la même chose, je vous précise que nos 3 intervenants sont à votre disposition à la sortie de la salle pour que vous puissiez leur poser des questions spécifiques, pointues, particulières à votre situation. Régis, je vous arrête une seconde puisque on va reprendre donc avec l'Espagne. Merci de nous avoir rejoints. Manuel, en 2 mots, quelle est la situation actuelle du e-commerce en Espagne? Principales caractéristiques, principale activité. Et puis, est-ce qu'il y a, je concatène les questions, est-ce qu'il y a un ou 2 problèmes spécifiques qui posent obstacle à un développement encore plus important? Bonjour déjà. Excusez-moi pour le retard, des problèmes d'avion. Vous n'êtes pas venu par Air France, hein? Non, vous ne seriez pas là. De la chance. L'Espagne. L'Espagne, c'est le 5e acteur e-commerce en Europe. Donc vous avez forcément Royaume-Uni, Allemagne et France qui sont vraiment les leaders en Europe, c'est 60%. La Russie ensuite et après l'Espagne. La Russie est passée devant l'Espagne en 2013 en fait. Ce qu'il faut savoir sur l'Espagne, c'est que c'est le premier marché à l'export pour les e-marchands. Alors, ça peut paraître surprenant, et en fait, ça l'est pas trop. Il faut savoir que le Royaume-Uni et l'Allemagne sont des marchés qui sont très très matures. On a l'habitude de dire que l'Espagne a 4 ans de retard sur beaucoup de choses, et sur le e-commerce, en tout cas, c'est vrai. Du coup, c'est un marché de proximité, c'est pour ça que beaucoup de e-commerçants sont venus en Espagne. Tous les leaders français sont aujourd'hui en Espagne. Alors, ils sont venus d'abord depuis la France, et ensuite, très souvent, ils ont constitué des équipes sur place pour s'adapter aux différences culturelles qu'il peut y avoir avec un consommateur français. Alors au niveau logistique, pourquoi les sociétés viennent en Espagne? Parce qu'au niveau logistique, c'est relativement simple. La proximité du pays facilite la logistique. Et aussi au niveau de la consommation, on s'aperçoit que les produits qui marchent en général en France, au niveau prix, si les prix sont bien placés, c'est des produits qui vont forcément fonctionner. Alors peut-être avec un petit peu de retard à l'amorçage, mais ça va forcément fonctionner en Espagne. On n'a pas l'habitude et on n'a pas cette vision-là, je pense, parce que je ne l'avais pas moi quand je suis arrivé en Espagne il y a quelques années. Je n'avais pas cette idée-là que les Espagnols sont très techno. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est le premier pays en termes de taux d'équipement, en termes de smartphone. Donc c'est des gens qui avaient, il y a 7 ans, ils n'étaient pas équipés du tout en smartphone, et très rapidement, ils se sont équipés. Alors, à ça, 2 ou 3 raisons. Premièrement, la téléphonie en Espagne est assez chère. Donc l'accès à Internet avec un smartphone permet de réduire beaucoup les factures de téléphone. Donc de manière vraiment très pratique, les Espagnols aujourd'hui utilisent Internet et les smartphones pour diminuer leur facture téléphonique tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Espagnols aiment beaucoup les réseaux sociaux, ils les utilisent beaucoup. Du coup, le smartphone, c'est forcément l'élément qu'ils avaient besoin pour pouvoir profiter profiter des réseaux sociaux. Je vais vous donner 2-3 chiffres parce que je pense que le but, c'est d'être assez concis. L'Espagne par rapport à la France, on va faire une petite comparaison parce que c'est le marché que vous connaissez. L'Espagne est un marché 3 fois plus petit. Il représente 14 milliards d'euros. Et donc c'est 3 fois moins que la France aujourd'hui. En termes de croissance, c'est un marché qui est en forte croissance. Et toujours en forte croissance, c'est une croissance à 2 chiffres. Mais comme en France, on a noté quand même un relatif ralentissement. Alors il y a un ralentissement au niveau du nombre d'achats. On a pu remarquer qu'en Espagne, le nombre d'achats effectués par an, on est aux alentours de 9 achats par cyberacheteur. Le nombre de cyberacheteurs, on parle de 15 millions de personnes en Espagne. On
on voit que ce chiffre-là, ce chiffre du coup de 15 millions d'acheteurs, c'est un chiffre qui est en croissance. Donc on voit premièrement que le nombre de cyberacheteurs croît, un peu comme en France. Mais par contre, on voit que les paniers annuels restent stables. C'est-à-dire que le panier annuel aujourd'hui en Espagne, il est de 816 €. C'est les dernières données qu'on peut avoir. Ça stagne, mais d'un autre côté, on recrute beaucoup plus, on regroupe de nouveaux acheteurs. Donc, quand je vous disais que la France l'Espagne, pardon, a 4 ans de retard par rapport à la France, tout simplement, si on compare les courbes de croissance, on voit que l'Espagne, en fait, les courbes sont vraiment superposables. En 2012, l'Espagne a la consommation qu'avait la France en 2008. C'est pour que vous puissiez avoir un petit peu une image assez simple. Ce malgré le ralentissement et les problèmes économiques que l'Espagne a connus. Alors, effectivement, les problèmes économiques, je pense que tout le monde est au courant que l'Espagne a eu des problèmes économiques. Elle en a toujours, mais on est quand même en train de sortir de la crise, en tout cas en Espagne, pas forcément apparemment en France. Mais effectivement, je pense que la crise, alors d'une, a favorisé un petit peu quand même le e-commerce, parce que les Espagnols sont des gens qui sont très consommateurs, donc ils ont toujours autant envie de consommer. Par contre, ils vont consommer un peu plus malin, du coup un peu moins cher, et ils vont consommer beaucoup par Internet. Du coup, la crise a effectivement influencé. Je pense ça a sûrement influencé sur le panier global annuel, parce que je trouve qu'il reste relativement faible. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est un secteur qui est toujours en très grosse croissance, en tout cas en Espagne. Bien, comme on a très peu de temps, on va faire là maintenant une série de questions techniques avec des réponses courtes. Alors, première question technique, paiement. Y a-t-il des spécificités du paiement et de la sécurité du paiement dans votre pays? Camille? Il n'y a pas de spécificité, je pense, à annoncer en termes de paiement. Simplement en termes de moyens de paiement. Donc, comme je disais, on a à peu près 75% des paiements qui sont faits soit par carte de crédit, soit par par debit card, donc au Royaume-Uni, et à peu près 10 à 15% par PayPal. Après, on se répartit en autres moyens de paiement comme des cartes électroniques qui sont proposées par certaines banques, comme on peut avoir en France. La spécificité, je pense, mais c'est le cas en France, ce sera le cas, je pense que c'est le cas en Allemagne, je pense que c'est le cas en Espagne, c'est vraiment la sécurité. Mettre en place un système de sécurité, d'encryptage des paiements. Nous, on a plusieurs sociétés qui travaillent avec 3D Secure by Visa. C'est assez classique. Mais sinon, en termes de spécificité, là, il n'y a pas de différence majeure avec la France. Régis. Alors en Allemagne, il y a une petite particularité en Allemagne. Mais en fait, l'Allemagne hérite d'une histoire liée à la VPC. Il y a encore beaucoup d'habitudes de consommation et d'habitudes d'achat qui sont celles de la VPC. Alors c'est par exemple les moyens de paiement. Aujourd'hui, quasiment un tiers des achats sont faits par virement. Et une grande partie d'ailleurs par virement après livraison. Alors ça c'est quelque chose que je pense qu'on ne connaît pas en France. Il y a même encore une partie infime des commandes qui sont faites avec des formulaires d'autorisation de prélèvement. C'est-à-dire que le vendeur envoie une autorisation de prélèvement remplie par l'acheteur et une fois que le produit est livré conforme, le vendeur va prélever. Mais bon, voilà, ça c'est une partie infime. Même pas à la livraison. Ce qui est plus important, voilà, ça arrive, paiement à la livraison. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont héritées de la VPC, qui représentent encore une part importante, non négligeable, mais qui a tendance à se réduire au profit, bien entendu, de PayPal. Alors PayPal, en plus, fait une poussée importante en Allemagne par rapport à cette sécurisation de paiement. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de payer
à la livraison du produit, c'est une manière pour le consommateur d'être rassuré justement sur le fait que le produit répond bien à ce qu'il a commandé. Bon, ça c'est des choses qui ont tendance à disparaître puisque chaque fois qu'un nouvel acteur arrive sur le marché, bon, ça l'embête un petit peu d'avoir à proposer une solution de paiement après livraison. Donc ça disparaît. Et en fait, c'est remplacé par PayPal qui propose des garanties sur la qualité du produit et des garanties de remboursement. Donc bonne pénétration de PayPal, bonne pénétration aussi des cartes de crédit. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu le marché allemand, mais l'Allemagne a eu du mal à introduire la carte de crédit. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un moyen de paiement assez classique et assez naturel pour les Allemands. Et dans la VPC, enfin dans le e-commerce également. C'est pas par hasard que c'est l'Allemagne qui utilise le plus en Europe les billets de 200 et de 500 euros. Je crois qu'ils ont été faits pour eux, il me semble. Enfin, la légende veut que c'était fait pour eux. Donc les cartes de crédit ont connu là aussi ces dernières années un bon taux de pénétration, aidé d'ailleurs par les fournisseurs de cartes de crédit Visa et Mastercard qui ont considérablement baissé leurs frais, leur taux de commission en Allemagne ces dernières années. Donc voilà, donc prélèvement rare, virement bancaire donc important, PayPal important, carte de crédit important. C'est ça les moyens de paiement en Allemagne. Et un dernier point important, il y a une statistique qui a été publiée par la Fédération de la vente à distance allemande qui montre que 80% des consommateurs abandonnent un site internet s'ils ne retrouvent pas leurs moyens de paiement privilégiés. Donc si on a l'habitude de payer sur PayPal et qu'on privilégie PayPal et que le vendeur ne propose pas PayPal parmi ces 2, 3, 4, 5 moyens de paiement, 80% abandonnent le site. Donc le vendeur a tout intérêt à proposer la palette complète. À multiplier. Absolument. L'Espagne ? Alors pour l'Espagne, c'est très simple, il y a quand même une particularité. Donc Visa, forcément, ça représente 60%, 15% un petit peu pour PayPal, avec une tendance assez forte, une croissance de PayPal et qui mange des parts de marché sur la Visa. Et surtout, proposer le contre-remboursement. Contre-remboursement, c'est-à-dire le paiement à la livraison, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment très utilisé en Espagne. Ça représente 11%, c'est le troisième moyen de paiement. Il faut se renseigner auprès des logisticiens et quasiment tous les logisticiens aujourd'hui. C'est le livreur qui encaisse au moment de... Il paye en cash. C'est ancien, mais c'est efficace. Le consommateur espagnol, comme le consommateur allemand, a des craintes pour les livraisons et il préfère voir la marchandise et payer en fait. Alors, deuxième question technique, et là, puisqu'on repart dans l'autre sens, la livraison. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques en matière de livraison qu'un commerçant français qui voudrait s'installer doit connaître ? Alors, c'est plutôt au niveau culturel. Les Espagnols, si vous avez passé des vacances en Espagne, vous devez le savoir, c'est des gens qui ne restent pas trop chez eux. C'est-à-dire que le soir, à 19h, très souvent, vous les retrouvez dans le centre des villes. Donc, comme ils ne rentrent pas très souvent chez eux, par exemple, du coup, livrer chez eux, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez livrer au travail, donc si les sociétés le permettent. Et sinon, comme la personne n'est pas très souvent chez elle, c'est un peu compliqué de les livrer chez eux. Du coup, nous, ce qu'on préconise à chaque fois, c'est de proposer deux types de livraison. La livraison à domicile, qui est quand même ce qui se fait le plus. Et ce qui commence à marcher vraiment en Espagne, c'est les points relais. Ça a deux avantages. Le client peut aller chercher quand il veut ses paquets, sa marchandise, et en plus, c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que vous allez diviser par 2 les frais de livraison si vous passez par des points relais quand vous envoyez à partir de la France. Et le réseau de points relais est très large. Alors exactement, le réseau de points relais est très, très large. Il y a Mondial Relais qui est présent, bien sûr. Et ensuite, vous avez tous les logisticiens qui ont ouvert aussi leurs points relais. Donc c'est quelque chose d'assez commun maintenant en Espagne, ce qui n'y était pas il y a 3-4 ans. Régis.
Alors, la logistique est très importante en Allemagne. C'est le deuxième point le plus important derrière le prix. Quand on demande à un consommateur ce qui l'intéresse, c'est le délai de livraison. En fin de compte, plus que le moyen de livraison. Il n'y a pas de spécificité logistique sur les points de livraison en Allemagne. Par contre, le consommateur attend généralement une livraison le lendemain, idéalement dans les 48 heures au plus tard. Et ce délai-là, il doit être indiqué par le e-commerçant de façon claire. Donc il y a une sorte d'engagement de la part du e-commerçant qui peut provoquer d'ailleurs un retour, qui peut être une raison de retour du consommateur. Donc ça c'est très très important. Ça pousse d'ailleurs beaucoup d'e-commerçants à localiser des stocks. Alors l'Allemagne c'est un pays de logisticiens, des plateformes logistiques, il y en a partout. Alors, après des plateformes logistiques, elles vont s'intéresser à vous à partir du moment où il y a une fréquence et surtout un volume. Donc voilà, donc il peut y avoir d'autres solutions de stock tampon ou de stock temporaire ou de stock de taille réduite. C'est pour ça d'ailleurs aussi, je reviens un peu sur la logique un peu de support des chambres de commerce. Oui, on a fait votre promotion. Oui. Non mais on a développé il y a quelques années un stock de 1000 m². Alors c'est pas énorme, c'est pas une plateforme logistique, mais c'est un stock propriétaire avec des magasiniers et qui nous permet de faire du stockage de dépannage. 1000 m², c'est pas énorme, mais tous les jours il y a DHL, il y a les transporteurs divers et variés qui viennent chercher ça pour respecter justement cette attente du consommateur d'avoir une livraison dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Camille. Alors en termes de livraison, je pense que le Royaume-Uni se distingue par la multiplicité des options qui vont être proposées sur les sites internet. Alors ça c'est surtout c'est une spécificité londonienne, mais les livraisons qui sont faites dans l'heure qui suit la commande, avec possibilité aussi de choisir le lendemain, de choisir la même journée. Si on commande le matin, on recevra l'après-midi. Si on commande le midi, on recevra le soir. La possibilité de choisir d'être livré le samedi aussi. Ça, c'est une spécificité assez intéressante pour les Britanniques et surtout pour les Londoniens aussi. Le click and collect, donc j'en parlais tout à l'heure, qui permet de faire sa commande et de passer la chercher en général à partir de l'heure qui suit la commande également, et quelque chose qui se développe beaucoup ces dernières années, c'est la possibilité en fait d'avoir accès à un calendrier avec un certain nombre de plages horaires en disant voilà, il est 10h mardi. J'ai le calendrier, donc mardi après 10h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, entre 6h du matin et 23h pour les plus performants, et je choisis quand est-ce que je veux être livré. Et on n'est pas dans de la livraison classique de fourchette, je passerai entre 9h et 15h. Oui, en France, c'est souvent entre 9h et 18h. Je choisis entre 7h et 8h, entre 8h et 9h, et je suis obligée de rester chez moi pendant une heure. Ou alors, je me fais livrer au travail et j'ai la certitude qu'entre 9h et 10h, je vais être livrée. Donc, et ça, c'est quelque chose... c'est une exigence vraiment de la part des consommateurs britanniques. Comme en Allemagne, en fait, c'est ce qui est le plus important dans l'e-commerce après le prix. C'est l'évolution des standards du e-commerce, c'est d'aller vers le service, notamment en termes de livraison, de bien choisir les dates, de faire du tracking, de savoir exactement, de recevoir les messages sur son téléphone portable pour savoir exactement où ça en est, quand est-ce que ça arrive. Et ça, vraiment, quel que soit le pays, aujourd'hui, c'est l'évolution du standard en matière de e-commerce. Il faut s'aligner dessus. C'est drôle, beaucoup d'Allemands sont livrés au bureau. C'est une pratique tolérée que de réceptionner ses colis au bureau. Au Royaume-Uni aussi. Alors, une dernière question avant de passer à la question conclusive. Est-ce qu'il y a des aspects spécifiques en termes de confiance, de label, de vérification, de choses de ce genre? Camille. Better Business Bureau, vous avez ça? Comment? Le Better Business Bureau, vous avez ça en Grande-Bretagne? C'est canado-américain, c'est plus... Oui, mais en termes de label, je pense que ça va dépendre plutôt des secteurs d'activité dans lesquels sont les e-commerçants. Alors effectivement, on a des labels, par exemple, il y a une très grande conférence e-commerce qui se déroule à Londres la semaine prochaine,
qui délivrent des labels et des prix qui peuvent être intéressants à mettre en avant sur le site, donc l'e-commerçant de l'année, etc., etc. Donc ça va avoir un impact. Mais après, c'est surtout des labels qui sont délivrés dans des secteurs spécifiques. Donc pour la grande distribution, par exemple, on va avoir des labels de qualité qui sont délivrés, ou alors des labels, par exemple, par des grands magazines comme Le Grosseur au Royaume-Uni. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en avant. Mais ce n'est pas forcément déterminant dans la décision d'achat. C'est plus des recommandations. C'est plus des recommandations. Je dirais, si vous voulez vous implanter au Royaume-Uni en termes de e-commerce, il ne faut pas se jeter sur un label ou sur... Ce n'est pas ce qui fera la différence. En termes de confiance, ce qui fait vraiment la différence, c'est la sécurité du paiement. Et ça va être aussi, est-ce qu'on propose des assurances peut-être pour aller avec les commandes. Mais après, oui, il n'y a pas de label, enfin, ça ne sera pas déterminant, c'est sûr. Régis. Le consommateur allemand est un consommateur avisé et très prudent. Avisé parce que voilà, il a le réflexe d'aller chercher les comparateurs de prix. Il y en a beaucoup en Allemagne, hein, billiger.de, preisvergleich.de, voilà, il y en a des dizaines, et donc ça c'est aussi un moyen de référencement qui est très intéressant en Allemagne. Donc avisé et très prudent aussi. Alors le paradoxe, c'est que le consommateur allemand apprécie beaucoup les labels de qualité, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc les plus courants, c'est Trusted Shop, c'est le principal, et le TÜV, hein, donc le TÜV qui est le label allemand qui certifie tout, grosso modo en Allemagne, donc y compris les sites internet, et donc ça c'est apprécié. Mais davantage que les labels de sécurité, de garantie, c'est la relation client qui est privilégiée par l'allemand comme élément de rassurance, je ne sais pas si ce terme existe, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a encore énormément, un volume très très important de communication téléphonique au moment de la commande, donc avant la commande ou après la commande, pour s'assurer que le produit est bien en stock, que le délai de livraison va bien être celui qui est indiqué sur le site internet, que le prix est bien... Alors même que, je vous disais tout à l'heure, la réglementation allemande est assez rigoureuse dans sa pratique sur la communication et sur l'information délivrée aux consommateurs. Malgré ça, le réflexe du consommateur allemand, c'est d'envoyer un mail pour vérifier certains points ou de téléphoner. D'où l'obligation d'avoir un service client qui soit adapté à cette exigence-là du consommateur. Et pour terminer, la réglementation aussi, qui est toujours en faveur du consommateur en Allemagne, oblige le vendeur à respecter un délai raisonnable dans sa réponse au client. Donc si une association de consommateurs peut attaquer un site parce que ce site-là n'a pas une réponse appropriée aux demandes d'information complémentaires du client. Par exemple téléphonique, si le site internet ne propose pas une plateforme téléphonique avec des gens qui puissent répondre en allemand, ça peut être un élément un petit peu discutable. Ou un vendeur qui va mettre une semaine à répondre à un mail qui lui demande certaines précisions. Donc attention à ça. Même en Allemagne, on agit à la française de temps en temps. Donc, si je comprends bien, en Allemagne, il faut fournir bretelles et ceintures. Oui, exigence du produit, exigence sur le service et sur le prix. Alors, pour l'Espagne, donc, pour assurer le client, comment faire? Vous avez effectivement un label en Espagne, un label propre qui s'appelle Confianza Online. Il faut savoir qu'il référence à peu près 2600 sites internet espagnols. Tous les gros sites, la Fnac, le Corte Inglés, tout le monde a ce petit logo. C'est un logo qui rassure quand même le client, parce que si vous avez un souci avec le site, il y aura une médiation qui sera engagée par Confianza Online. Donc je pense que c'est effectivement intéressant de s'y pencher, mais ça ne remplacera pas un bon SAV. Parce qu'aujourd'hui, les Espagnols, quand ils vont passer commande, ils font un peu comme les Allemands. Par contre, ils ne passent pas par mail, ils passent directement par téléphone. Ils vous appellent, ils vérifient la couleur, effectivement les prix, les délais de livraison. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose de vraiment très important. Quand vous livrez depuis la France, faites attention à ce que les délais de livraison soient respectés.
et que ce soit vraiment très clair vis-à-vis du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites sur votre site internet que vous livrez en 48 heures, il faut que ce soit livré en 48 heures. Il ne faut pas que la préparation, qu'il y ait une petite étoile sur votre site internet qui dise non, mais 48 heures, c'est le délai de préparation. Certains de nos clients ont ce problème-là aujourd'hui. Pour le résoudre après avec les clients au téléphone, c'est un peu compliqué. Bien, alors, un tout petit mot aussi de publicité pro domo. Hein. Vous allez avoir à la sortie, vous pourrez le voir, le mouvement mondial des chambres de commerce a mis en place un saut de validation, de confiance, qui s'adresse plutôt au B2B qu'au B2C, hein, soyons très clairs là-dessus, qui s'appelle Chamber Trust, qui permet de valider l'information objective sur une entreprise donnée et l'est ensuite reprise dans une banque de données qui est sous l'ombrelle de World Chambers Network, le réseau mondial des chambres. Et ça permet effectivement d'être shortlisté plus facilement quand on s'attaque au marché international. Ça permet d'être plus facilement visible et surtout d'apporter un premier niveau de confiance, au moins au niveau, encore une fois, objectif. On ne dit pas l'entreprise est en bon état ou va vous satisfaire, on dit simplement cette entreprise existe et elle a les activités et les produits suivants. Alors, pour conclure, merci d'avoir tenu à peu près la brièveté des réponses. Alors, je suis une entreprise française, je veux vendre dans votre pays. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois avoir un site local, un .de, un .uk, un .es, voire en Catalogne un .cat. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est en Pays Basque. Bon, est-ce qu'il faut que j'ai ça? Est-ce qu'il faut que ce soit nécessairement dans la langue locale? Est-ce qu'il faut que j'ai une implantation locale ou alors je fais, comme le dit Régis, je fais une implantation temporaire en m'appuyant sur la chambre de commerce locale ou quelqu'un d'autre. Hein. Après tout, nous sommes prêts à faire face à la concurrence. Hein. Manuel. Alors, premièrement, ce qui se fait communément en Espagne, c'est d'avoir un .es. En Catalogne, effectivement, il existe le .cat. Dans chacune des régions, il existe des extensions. Vous visez, j'imagine, les consommateurs espagnols. Je pense qu'il faut leur parler avec un .es. Ça, c'est au fait, on vient d'ouvrir le .Paris. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés de mettre en avant l'image parisienne, il y a maintenant un .Paris. Et donc, en Espagne, moi, voilà, c'est le .es, c'est ce qui fait foi. Est-ce qu'il faut traduire la page en espagnol? Bien entendu. Par contre, je ne vous conseille pas de vous lancer pour des traductions dans chacune des régions, sinon vous ne vous en sortez pas. Vous visez le consommateur espagnol, il faut lui parler en espagnol, effectivement. Donc, la première chose... Daniel, il faut traduire ou il faut écrire en espagnol? Parce que le problème, c'est que souvent, on traduit et la traduction, c'est pas tout à fait dans la langue locale. Alors, ce qu'on conseille surtout quand on fait une traduction, c'est de la faire par des locaux, hein, tout simplement. On voit à chaque fois, on sait que la traduction, c'est le premier problème auquel va s'affronter un e-commerçant, mais c'est vraiment un gros problème qu'il faut faire de manière très professionnelle. Du coup, il y a deux choses à faire. Contracter des gens qui sont du pays, parce qu'effectivement, un Colombien ne va pas avoir le même espagnol qu'un Espagnol. Voilà. Et deuxièmement, sur votre site internet, faire attention aux erreurs qui peuvent y avoir au niveau des liens. C'est-à-dire que sur une page espagnole, si la société est française, on s'aperçoit très rapidement, en général, si le site s'il y a des erreurs dans les liens, que la page est française. On tombe en cliquant sur deux, trois clics, en faisant 2-3 clics, on tombe sur des conditions générales, par exemple en français. Donc ça, je pense que tant que vous n'avez pas des pages internet parfaitement traduites et sans erreur, je pense qu'il ne faut pas lancer le site internet, c'est pas possible. Régis. Oui, l'organisateur me fusille de regard. Très rapide. Encore 2 minutes. Très rapidement. On finit dans les temps. Le point DE n'est pas indispensable. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est n'allez pas en Allemagne si vous n'êtes pas prêt à le faire de la bonne façon.
Alors, de la bonne façon, ça veut pas dire grand-chose, mais si on reprend un peu tout ce que j'ai dit depuis 1 heure, c'est-à-dire voilà, traduire, enfin localiser le maximum de choses, germaniser votre approche. Le marketing allemand n'est pas le même que le marketing français. Il faut être très vigilant sur la langue. Il faut proposer un service client qui soit adapté à l'Allemagne et qui ne sera pas forcément le même que celui que vous proposez à vos clients français ou à vos clients sur d'autres marchés. Il faut faire du bench de vos concurrents. Il faut savoir comment eux communiquent, quels sont les labels que eux utilisent, quels sont les moyens de paiement que eux utilisent, puisque en fonction de la catégorie, votre catégorie de clients, les moyens de paiement peuvent être un petit peu différents. Donc voilà, faut vraiment faire un travail de préparation, de réflexion avant de se lancer sur le marché allemand. L'Allemagne est tout à fait abordable. Je suis bien placé pour voir beaucoup de success stories dans votre domaine d'activité, mais je vois aussi des entreprises qui trébuchent, et c'est vraiment un manque de préparation qui est à l'origine de ça. Et donc voilà, conclusion, pour un marché aussi particulier mais avec de tels enjeux, adressez-vous à des organismes ou à des spécialistes du marché. Dans votre secteur, il y en a tout un tas qui sont déjà bien placés et implantés en Allemagne. Puis sinon, voilà, il y a des généralistes comme les chambres de commerce. Par contre, on garde le .fr quand il s'agit d'un produit où l'image France est attirante. Rappelez-moi lesquels. Quand même la mode, les parfums, les vins, le fromage, etc. Enfin, il y en a quand même. Les Airbus, non, ça va. Je conclus très vite du coup. Donc comme vous l'avez tous les deux dit, je pense que c'est extrêmement important de passer par des professionnels et traduire votre site et l'intégralité de votre site en anglais. Très souvent, sur des personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce, on voit que la page d'accueil est traduite en anglais et ensuite vous cliquez sur les différentes catégories. Le titre a été plus ou moins traduit, il y a encore des mots en français dedans. Enfin, ça, c'est vraiment pas à faire si vous voulez vous lancer, surtout vers les Britanniques. La spécificité du marché britannique, si vous voulez vous lancer, avoir des listes de prix en livres sterling, indispensable. Proposer un paiement en livres sterling, fortement conseillé. Ça pourrait empêcher un de vos client potentiel de conclure sa commande si à la fin il se dit bon, faut que je paye en euros, non c'est bon, je vais aller chercher ailleurs. Donc ça c'est extrêmement important. Et effectivement, il n'y a pas besoin forcément de créer une société au Royaume-Uni pour vendre en e-commerce. Donc la meilleure façon, comme le dit Régis, c'est de se reposer sur les organismes que vous avez dans ces pays-là pour démarrer, avoir une bonne plateforme logistique sur place qui puisse vous aider à démarrer. Et si vous voyez que vous avez un marché suffisamment important et que vous avez besoin de créer une structure, créer une plateforme de stockage, créer votre propre entité, à ce moment-là, passez le cap. Mais c'est un petit peu prématuré de créer la société directement avant même de créer le site et de le tester. Donc voilà, c'est un petit peu l'enseignement sur le e-commerce britannique. Merci beaucoup. Merci donc à tous les trois. En 1 heure, on n'avait pas le temps de faire plus que de vous apporter un certain nombre d'informations. Je vous rappelle que la Chambre de commerce de Paris a une plateforme de démonstration qui s'appelle l'Échangeur. Vous regardez sur échangeur.fr, il y a un vrai programme de formation, de sensibilisation, d'ateliers et de démonstration d'outils. N'hésitez pas à les fréquenter. Et surtout, n'hésitez pas à attraper par le collet nos trois intervenants. Ils sont venus de l'étranger pour vous parler. Profitez-en. Pour une fois que le spécialiste ne vous coûtera pas plus que l'entrée à ce salon, c'est pas la peine de rater l'occasion. Merci beaucoup. Alors effectivement, vous pouvez les rencontrer dans une salle à côté et discuter avec eux en entretien personnalisé. Merci.